which I think have been reasonably effective. I know Senator Kennedy suggested... Des débats télévisés font partie de toute campagne électorale et celle-ci ne fait pas exception. Le débat des chefs en Ontario aura lieu la semaine prochaine, mardi. Et nous, à TFO, avons également un débat télévisé à vous proposer, un débat qui va porter sur les enjeux qui touchent de près les francophones. Lundi prochain, nous accueillerons des représentants de chaque parti pour débattre des dossiers qui préoccupent les Franco-Ontariens, que ce soit des questions de santé, d'économie ou d'éducation, ou encore des questions plus précises sur les services en français, par exemple. C'est donc à ne pas manquer lundi prochain à l'émission. Cette semaine, nous allons parler de l'impact des débats télévisés à notre chronique Histoire. Et Marcel Martel est professeur d'histoire à l'Université York. Il est avec nous ce soir, notre chroniqueur. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Alors, quand a eu lieu le premier débat télévisé? Le premier débat a eu lieu aux États-Unis. C'est le fameux débat, probablement que les gens s'en rappellent. Nixon-Kennedy, n'est-ce pas? Nixon-Kennedy. Le premier débat au Canada, et ça peut peut-être surprendre, c'est au Québec, 62. Premier ministre Lesage et Daniel Johnson, c'était la fameuse élection sur l'électricité. Et ensuite, le premier débat qui met en présence des chefs de parti sur la scène nationale, c'est en 68 avec Trudeau, Stanfield, Tommy Douglas. Et en Ontario, est-ce qu'on... En Ontario, je pense que c'est dans les années 80. 80 que le premier débat aurait eu lieu. Les partis politiques ont beaucoup de façons de joindre les électeurs. Pourquoi le débat des chefs est si important ou pourquoi on y accorde autant d'importance? D'abord, c'est un acquis. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas imaginer là, une campagne électorale en 2011 sans un combat, non pas un combat, mais sans un débat électoral. Le deuxième, c'est qu'il faut dire aussi que maintenant, il y a différents groupes qui ont leurs attentes vis-à-vis les débats électoraux. Vous avez, par exemple, tous ceux qui travaillent pour les différents partis politiques qui, souvent, vont organiser leur campagne. Vous avez la stratégie avant le débat, puis après ça, la stratégie après le débat. Il y a ensuite, nous, les journalistes, les gens des médias qui s'attendent à ce qui est un débat. Et puis, souvent, on va organiser nos activités avant le débat et après le débat. Et finalement, il y a aussi les électeurs qui souvent vont nous dire, écoutez, c'est une manière pour nous là, un peu de comprendre les enjeux, de me faire une opinion ou peut-être de mieux comprendre là, quels sont les enjeux. Puis souvent, les gens vont dire, c'est une manière aussi de savoir si c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance ou Et pas. de voir peut-être les chefs sans le filtre des médias. Sans le filtre. Et j'oubliais aussi l'élément important, c'est que souvent, on écoute ces débats-là puis on se dit, est-ce qu'il va y avoir un moment important? Bien justement, les débats existent depuis quoi, une cinquantaine d'années maintenant. J'imagine qu'au fil des ans, il y a eu des débats qui ont marqué une campagne ou qui ont été un tournant pour une campagne? C'est-à-dire, il y en a plusieurs là, qui me viennent à l'esprit. Prenons celui de 62. Celui de 62 a été un débat désastreux pour Daniel Johnson. C'est que le pauvre Daniel Johnson ne croyait pas à la télévision. Pour lui, une campagne électorale, c'était encore là, aller rencontrer les électeurs sur le terrain. Donc, il était mal préparé. Donc, il se présente, il enlevait ses lunettes, il remettait ses lunettes. On lui avait cousu les manches, non pas les manches, mais les poches de son habit. Pour pas qu'il mette ses mains dans les poches. Et là, il ne savait plus quoi faire avec ça. Ça avait été un désastre. 1984, peut-être que les gens se souviennent, le fameux échange entre M. Turner et M. Mulroney. C'est la campagne du libre-échange, ça? 88. Avant ça, 84, c'était le fameux moment clé, c'est au moment où Mulroney demande à Turner, vous savez, vos fameuses nominations partisanes. Oui, oui, vous aviez le choix, monsieur. Vous aviez le choix. Turner s'en va lui dire, écoutez, je n'avais pas le choix, je suis premier ministre. Et là, Mulroney dit, écoutez, vous êtes le premier ministre, vous aviez le choix. Donc, en 88, là, Turner a eu, je veux dire, un peu sa revanche. C'était, comme vous l'avez mentionné, la fameuse élection sur le libre-échange. Et là, Turner a accusé Mulroney, M. Mulroney, d'avoir tout simplement vendu la souveraineté, d'avoir abandonné la souveraineté canadienne. Mais est-ce que ça a changé la campagne? Parce qu'en 88, c'est M. Mulroney qui l'a remporté. Mulroney l'a remporté, mais ce qu'on a constaté dans les jours qui ont suivi la campagne, c'est que là, soudainement, des gens là, qui hésitaient, ils ont entendu Turner puis ils se sont dit, écoutez, je pense que j'ai raison de voter contre le libre-échange. Et il y a une mobilisation assez importante parce que là, il y a eu des milieux d'affaires qui sont intervenus parce qu'on sentait la soupe chaude. On sentait là, qu'il y avait un glissement. Et là, on s'est empressé, c'est-à-dire un peu à rappeler aux gens là, que le libre-échange était un enjeu très important. La semaine prochaine, lors du débat des chefs en Ontario, il va y avoir une femme autour de la table. C'est Andrea Horwath, qui est la chef des néo-démocrates. Pas la première fois qu'il y a une femme autour de la table en Ontario. Il y avait Lynn McLeod dans les années 90,
début des années 90. Est-ce que le fait d'avoir une femme dans un débat des chefs, est-ce que ça fait une différence? Est-ce qu'elle est perçue de la même façon? Malheureusement, c'est-à-dire les jugements sont toujours plus sévères vis-à-vis une femme. Par exemple, 93, le fameux débat avec Kim Campbell. Ouais. Et là, on trouvait que Mme Kim Campbell était beaucoup trop agressive. Et là, les gens disaient, franchement, c'est pas typique d'une femme. Ensuite, lorsqu'on avait eu les débats en 97 avec la chef du Parti néo-démocrate, qui, je crois, était Alexa McDonald, à l'époque. Ou Audrey McLaughlin, à l'époque. Oui, merci de me rafraîchir la mémoire. Et là, bon, cette personne-là était beaucoup plus posée. Puis cette personne-là n'était pas très agressive. Puis là, on lui disait, bien, franchement, elle n'a pas l'étoffe d'un chef. Donc, les études démontrent que, malheureusement, les médias sont beaucoup plus sévères à l'égard d'une performance de la part d'une femme, c'est-à-dire si elle est trop agressive ou si elle ne l'est pas assez. Un débat des chefs à regarder à la télé, ça peut parfois être long et souvent les chefs passent beaucoup de temps à s'accuser l'un de l'autre et à ne pas débattre des vrais enjeux de la campagne. On dit souvent ça, des débats télévisés des chefs. Est-ce qu'un débat des chefs aide les électeurs à faire leur choix? Moi, je dis que c'est peut-être le grand paradoxe que l'on vit. D'une part, ça, bon, on l'a déjà mentionné, c'est un acquis. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer une campagne électorale sans un débat des chefs. D'autre part, à chaque fois qu'il y a eu débat, on est toujours déçu et souvent on va entendre les électeurs dire « Écoutez, j'ai écouté le débat, après 1 heure, hein, j'ai fermé ma télévision parce que soit que les gens, c'était la foire d'empoigne, on comprenait rien ou bien chacun s'accusait. » Mais surtout, ce que l'on reproche, c'est que les politiciens ont cet addon ou ce don de « Vous allez poser une question et puis là, ils vont bien entendu dire « Merci beaucoup, monsieur un tel, madame un tel. » Et puis bon, ils vont profiter de cette question pour, comme on dit là... vendre leur salade. Leur salade. Donc, c'est un peu là, le grand paradoxe de ces débats électoraux. Pour ma part, bien entendu, je vais l'écouter le 27 septembre et probablement que je vais être un peu déçu. Voilà. Eh bien, on s'arrête là-dessus. Au moins, on est préparé pour ce débat des chefs qui se prépare la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marcel. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.